La vision de Baumier, c'est pas qu'un vélo, c'est par rapport à ce qu'on amène à l'humanité, parce que c'est dans l'absolu, amener un vélo de plus, ça nous dépasse pas beaucoup. Nous, ce qu'on cherche, c'est à avoir une entreprise qui serve l'humain et l'environnement. C'est vraiment ça la quête. Puis aujourd'hui, le beau vélo, le bel objet qu'on a pu réaliser, que je suis content d'avoir vu, qui crée des étoiles dans tes yeux, c'est un beau signe. C'est la première preuve de nos mots, tu vois. Parce que derrière nos mots, de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui respecte l'humain? Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui respecte l'environnement? C'est des sujets immensément complexes qui sont pas drivés par des KPI ou des chiffres, donc on peut pas mesurer. Tu sais, je peux pas mettre sur mon site web un décompte du bonheur humain chez Baumier, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de participer à des podcasts ou pouvoir répondre à vos questions. C'est que moi, j'ai à cœur de partager notre expérience. Pas ce que je sais, mais ce qu'on vit, tu vois. Les questions qu'on se pose, puis les réalités auxquelles on fait face, puis les réponses qu'on a à un moment donné, puis qui sont pas la vérité, mais qui sont juste une réalité d'un moment, puis qui peuvent évoluer. Puis je pense que ça, c'est puissant, parce qu'à un moment donné, tu vois, comme Patagonia ou Clif Bar, l'histoire derrière les produits, c'est ça qui est puissant. C'est qu'à un moment donné, tu as des gens qui se sont connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et de plus fort, puis ils ont cheminé sur cette histoire-là. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Benjamin du AI. Bienvenue à nos bureaux, à nos locaux, à notre studio plutôt. Toujours à mes côtés, Normand Chadwick, mon associé, mon co-animateur, mon ami. Normand et moi, Tristan Laliberté, sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finance Humaine et on donne des conseils financiers aux entrepreneurs, des gens comme toi. Benjamin, on va faire une courte bio pour lancer tout ça. Tu es d'abord et avant tout un père de famille. Tu es également un athlète de haut niveau en aviron et en ski de fond et en d'autres affaires. Tu es un entrepreneur, bien sûr. Tu es arrivé à nos bureaux d'ailleurs avec un magnifique vélo qui est de ta fabrication et qui nous a rendu très jaloux déjà en avance. Le vélo est de l'autre côté. On n'est pas certain qu'il va être encore là en sortant. Tu es connu pour avoir cofondé une fintech au tout début qui se nomme MobiWave, qui était une solution de paiement mobile qu'on utilise tous maintenant. Ça a été acheté par Apple en 2020. Super histoire entrepreneuriale. Alors, une transaction quand même majeure là, dans l'écosystème technologique canadien. Ensuite de ça, tu as fondé l'entreprise Baumier, qui fabrique des roues de vélo et des vélos. Vous mettez l'accent énormément sur la longévité, la durabilité, l'écologie, l'écosystème avec l'être humain à travers de tout ça également. C'est ce qui apparaît dans la conversation qu'on vient d'avoir ensemble et qui rejoint les mots que vous avez mis sur votre site web, qu'on peut déjà voir que ce ne sont vraiment pas que des mots. Parallèlement à tes activités entrepreneuriales, tu t'investis dans le sport en poursuivant des objectifs personnels très ambitieux comme objectif de participer aux Jeux olympiques d'hiver, même en 2022, et on se doute que tu n'avais pas le même âge que Alex Harvey en 2022. Tu reflètes des valeurs d'endurance, de discipline et d'inspiration. Alors aujourd'hui, la thématique centrale de l'épisode, c'est certainement l'équilibre entre la performance économique, l'impact social, la quête personnelle. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde. Pour se dégeler un peu, parce que t'es quand même arrivé ici en vélo en affrontant le pont Jacques-Cartier et tout le kit. On va commencer par des questions courtes, réponses courtes, faut pas trop que tu y penses. C'est quoi le premier souvenir d'entrepreneur en toi? Je dirais que c'est quand j'ai été voir le président, ce qu'on appelle en France le recteur de l'université de Nantes, en lui disant « Écoute, moi, je vais pas aller au cours de l'année. Je vais te ramener une médaille d'or des championnats de France universitaires d'aviron. Et je veux que tu m'autorises à pas aller en cours de l'année, mais je vais participer aux examens à la fin de l'année. Puis je vais essayer de valider mon année comme ça. » Okay. Intéressant, super belle réponse. Quelle réussite te rend le plus fier aujourd'hui?
Je dirais l'étoile qui brille dans les yeux de mes enfants. Quelle est la philosophie que tu utilises quand ça devient difficile? Va rouler là-dessus. Quelques heures, peut-être 5 heures si c'est vraiment difficile. 5 heures de vélo, en général, ça remet les idées en place. Et la philosophie qui consiste à mettre l'énergie avant tout, je dirais mauvaise énergie, mauvaise décision. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, meilleur humain, meilleur monde? Ouais, ça, c'est une question profonde. Je sais pas si c'est une question rapide, mais... Elle n'est pas obligée de rapide. Tu peux prendre ton temps. On n'est pas pressé. Ouais, tu vois, je pense que meilleur humain, meilleur monde, c'est de savoir qui on est vraiment, profondément en soi. Et ça, c'est déjà tout un processus de vie. Okay, c'est quoi mes rêves? C'est quoi mes aspirations? Pas ce que mes parents m'ont dit que j'étais, pas ce que mes professeurs d'université m'ont dit que j'étais, pas ce que mon boss m'a dit que j'étais, ou pas ce que, tu vois, la culture qui m'entoure m'a dit que j'étais, mais c'est quoi qui sont mes vraies valeurs personnelles, qui sont difficiles à trouver. Puis de cheminer chaque jour qui passe sur ces valeurs-là, sur ces grands rêves de vie, sur ces grandes inspirations. Et en quelque sorte, relativiser le carcan dans lequel on vit, le carcan capitaliste, le carcan sociétal qui nous met des limites, mais vivre sa vie parce que c'est profondément nos valeurs, quoi. Comment tu réussis à concilier le père, l'athlète et l'entrepreneur dans tes semaines? Ah, écoute, c'est assez partagé. Alors, tu vois... mes enfants diront que je suis pas assez présent, mon entreprise dira que je suis pas assez présent, et mes watts sur mon vélo diront t'en fais pas assez. Tu vois, mais c'est un équilibre que je considère comme étant juste pour moi avant tout, et après que j'essaye de maintenir, en fonction des priorités. Tu vois, j'ai tendance à dire, j'ai exposé ce concept-là à mes enfants il y a pas si longtemps que ça, de dire moi on a eu 5 enfants. 3 enfants, Léonie, Margot, Apolline, puis un enfant, Moby Wave. Puis là, on en a un tout jeune, Baumier. OK. Puis Baumier, aujourd'hui, il a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais. C'est un petit bébé, il a besoin de beaucoup d'énergie. Puis Léonie, mon aîné, dira mais Moby Wave a eu besoin d'une tonne d'énergie pendant 10 ans. Donc, elle l'a vécu de plein fouet. Donc, c'est un peu ça. Du coup, je me souviens plus de la question, merde. C'était la conciliation travail, famille. Donc, l'équilibre, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Ça change constamment. Donc, à un moment donné, ça change. OK, j'en mets un peu plus là, un peu plus là. Puis, ma quête, parce que c'est ce que j'essaye d'enseigner, notamment à mes enfants, c'est de vivre mes rêves. Donc, si à un moment donné, je leur dis, OK, vivez vos rêves, mais moi, je le fais pas. Finalement, ils vont pas le sentir. Puis c'est très subtil parce que vis tes rêves, mais moi je suis pas là parce que, comme ils le disent, ils disent OK, mais papa il s'amuse toujours avec ses potes en short à faire du vélo. Tu vois, c'est comme ça qu'ils me décrivent au bureau. Tu vois, tu vois, c'est cool. Donc quelque part, moi je suis fier de ça parce que je trouve c'est cool comme image que je donne. Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Tu vois. Puis quand concrètement, quand j'ai quitté Apple, on en parlait tout à l'heure, quand tu quittes un gros T4 pour te dire, OK, tu sais quoi, Baumier, c'est que dalle, ça ne vit pas, c'est zéro. Tu vois, c'est des décisions courageuses. Tout à fait. Qui sont alignées avec ce que je veux faire. Puis c'est quelque chose de profond qui m'anime beaucoup. Puis dans cette chute libre, parce que je considère que c'est une chute libre, moi, je me sens en vie, en fait, comme ça. Puis si moi, je me sens en vie, quelque part, je transmets cette énergie-là à mes enfants, même s'ils ne le comprennent pas aujourd'hui, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ils vont le comprendre. Et puis, la quête, c'est qu'à la fin de ma vie, moi, j'aurai pas de regrets. Parce que je veux pas vivre dans le regret, puis de dire, OK, dans 30 ans, merde, plus le temps. Plus le temps de faire ça. Mais je l'aurais fait. Une habitude matinale indispensable pour toi? Matinale, écoute, pas beaucoup, mais je dirais journalière, s'entraîner. Tu vois, 1h30, 2 heures d'entraînement par jour. Indispensable. 7 jours semaine? 7 jours semaine, ouais.
Fait que là, tous ceux qui ont des excuses de ne pas s'entraîner, honnêtement, on faut prendre... Qui t'inspire dans les affaires ou dans la vie? Est-ce que tu as des sources d'inspiration, des modèles, des mentors? Beaucoup, ouais. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, ma femme m'a beaucoup aidé dans le développement personnel. Élodie m'a beaucoup aidé dans cette réflexion, dans le fait d'oublier, de relativiser ce que mon carcan familial, culturel à la française m'a appris, m'a donné, m'a transmis. Ouais. Versus qu'est-ce que je veux transmettre, puis tu vois, qu'est-ce qu'elle a découvert, puis qu'est-ce que je veux transmettre. Ça a été vraiment un élément déclencheur. Mm-hmm. Puis derrière ça, tu sais, Simon Sinek, le Start With Why, très inspirant pour moi. Ouais. Brené Brown, toute la réflexion, la recherche sur la confiance, le braving de la confiance, c'est des outils qui m'aident beaucoup. Mm-hmm. François Lemay, je ne sais pas si vous connaissez, influenceur québécois sur la méditation, sur le bien-être, sur la connexion avec les valeurs de la nature. C'est très, très, très inspirant. Martin Latulippe, qui sont aussi québécois, des entrepreneurs, des influenceurs très inspirants dans le monde de l'humain, la connexion avec la nature, puis la connexion entre nous qui peut s'atterrir sur la problématique de business, la réalité de vie en communauté en fait. Puis que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta business, que ce soit avec tes amis, c'est un peu la même chose. Mm-hmm. Il y a des humains dans tout ça. Ouais. Autre inspiration, Patagonia, et Yvon Chouinard, son histoire. Cliff Bar, très belle histoire entrepreneuriale. Puis le dernier en date, je dirais, c'est Frédéric Laloux avec Reinventing Organization. Mm-hmm. Ça fait quelques-uns qui nous parlent de ça. Ouais. Lui, vraiment, c'est lui qui, moi, dans ma quête ou dans ma vision de Baumier, ça a été de dire, moi, je veux faire une entreprise au service de l'humain. Mais derrière ces mots-là, je ne savais pas comment l'exécuter. Je ne savais pas comment commencer, par quoi commencer. Puis Reinventing Organization, c'est vraiment un livre où Frédéric Laloux, il a étudié pendant au moins 5 ans, je crois, la façon dont l'humanité s'est organisée au fil des années, sur les 5000 dernières années. Donc c'est quand même c'est particulièrement profond. Puis il a observé différentes classes d'organisation, en partant des tribus de l'Homo sapiens dans la savane, les religions, les gouvernements, les entreprises, avec des focus plus ou moins culturels, jusqu'à la réalité d'aujourd'hui, qui est l'entreprise opale. Mm-hmm. Puis Baumier, c'est ça qu'on essaie de vivre. Donc ça, c'est vraiment une grosse inspiration pour moi. Conseil rapide que tu donnerais à un jeune entrepreneur ambitieux? Écoute, je ne donne pas de conseils. Mais disons qu'on t'en demande un. Alors, si on me demande un conseil, je n'en donne pas, parce qu'un conseil, c'est en général limitant dans la capacité à l'individu qui demande ce conseil-là de réfléchir et de prendre ses responsabilités. Mais par contre, je partage mon histoire. Puis l'opportunité, c'est de dire, OK, si la question m'est posée, de dire, OK, dans cette situation-là, comment tu réagirais? Ma réponse, c'est de dire, OK, moi, j'ai vécu ça, puis voici ce que j'ai réalisé, puis voici ce que ça m'a appris, puis voici comment j'ai réfléchi. Et à toi, en l'occurrence, de faire des connexions avec ta vie. Ouais. Parce qu'un conseil... Je ne peux pas donner un conseil, je me refuse à donner un conseil, parce qu'un conseil, c'est trop basé sur mon jugement à moi, qui est basé sur mes faiblesses, sur mes blessures, sur mon carcan, qui, dans 90% des cas, ne s'adapte pas. Puis, en plus, volontairement, je trouve qu'on est on est dans une culture trop orientée sur le conseil, et que c'est facile de donner des conseils. Puis, on aime ça en donner en général. C'est facile. C'est intéressant. Arrives-tu à faire ça aussi en tant que père de famille, de ne pas donner de conseils? Écoute, il faudrait poser la question à mes enfants. On leur demande. Il faudrait leur demander. J'essaye de plus en plus de le mettre en œuvre, mais la réalité de père de famille, elle est assez intéressante parce que tu as une période de la vie, puis c'est ce que je discute avec mes enfants, de dire, OK, moi, aujourd'hui, j'ai une responsabilité de vous éduquer, en l'occurrence. Effectivement. Ouais. Mes employés, j'ai pas cette responsabilité de les éduquer. Puis tant que vous êtes, avant d'être adulte, en quelque sorte, j'ai une certaine responsabilité de vous éduquer, dans la mesure de ce que je peux. Mais après, on va transitionner vers une relation que moi, j'espère être le best friend. Je veux avoir cette relation-là avec mes enfants en tant qu'adulte, parce qu'on va être des adultes.
Puis, tu sais, j'aurais en l'occurrence livré ma responsabilité d'éducation. Puis après, à eux de faire leur parcours de vie avec ce que j'aurais pu leur transmettre. Ouais. Puis là, on sera idéalement best friend for life. Bon, c'est un peu la quête. Est-ce qu'on va y arriver? Je le sais pas. Ça dépend pas que de moi. Oui, effectivement. Une grande erreur qui t'a fait grandir. Une grande erreur qui m'a fait grandir. Écoute, je pense qu'il y a plein de petites erreurs qui m'ont fait grandir. Mais une grande... Ça, c'est une question piège, dis donc. On a le droit de la passer. Ouais. Mais tu sais, je trouve qu'elle est intéressante dans le sens où il n'y a pas de grandes erreurs qui m'ont fait grandir, mais il y a une succession de petites erreurs, je dirais permanentes, qui me font grandir en permanence. Et moi, je vois ça pas comme... Parce qu'en fait, une grande erreur, c'est grand, ça fait peur. Et lié à une grande erreur, il y a une grande chute. Okay. Donc, potentiellement, il y a un grand apprentissage. Ouais. Puis tout ça, c'est grand, puis ça fait peur. Ouais. Alors que moi, je vois ça plutôt comme étant, tu sais, des petites oscillations, de dire, OK, et en fait, qui te permet d'être dans le mouvement. Moi, je vois une grande erreur, ça fait très peur, ça fait un grand apprentissage, mais au final, ça fait tellement peur que tout d'un coup, t'es « wow, j'ai pas envie de la refaire ». Donc, ça m'immobilise. Moi, je suis plutôt dans la philosophie de dire « OK, c'est sûr que je vais faire des erreurs, je vais en faire beaucoup régulièrement, je vais apprendre, mais il faut que je sois dans le mouvement. La clé, c'est il faut que je sois dans le mouvement. Ouais. Donc, j'ai pas peur de faire des erreurs. Et donc, j'en fais tout le temps. Tu vois, on parlait de problématiques de convention d'actionnaires, de problématiques de s'associer à des gens qui sont pas les bonnes personnes. Pas parce qu'elles sont fondamentalement mauvaises, mais parce qu'elles comprennent pas l'opportunité du projet, puis qu'elles ont juste pas envie d'être là, tu vois. Puis qu'à un moment donné, pour des questions d'argent, ça rend la décision artificielle. Puis tu te retrouves à avoir des gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Puis finalement, c'est toxique. D'entrée de jeu, quand on t'a demandé de te présenter tantôt, tu as choisi vraiment soigneusement l'ordre dans lequel tu t'es présenté. Puis j'aimerais qu'on recrée ça pour les gens qui nous écoutent. Fait que tu t'es présenté en disant « Je suis d'abord avant tout un père, ensuite un athlète et ensuite un entrepreneur ». Peux-tu recréer ça pour... Oui. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, c'est vrai que j'aime bien me présenter en partageant mes 3 piliers de vie. Puis tu vois, c'est amusant parce que pour ceux qui étaient au lancement de Baumier, tu vois, ça a créé beaucoup d'émotions en moi de pouvoir le dire publiquement à travers un micro. J'en ai eu les larmes aux yeux devant les 150 personnes qui étaient là chez Baumier. Et puis il y avait, en plus de ça, il y avait ma femme et mes enfants qui étaient là, tu vois. Donc c'est en général une histoire que je raconte en petit comité, tu sais, quand je parle à des gens. Puis, mais le fait d'en parler comme ça, puis de se dire, ah, tu sais quoi, il y a plus de monde qui vont l'écouter, tu vois. Tout d'un coup, t'as une énergie différente qui se crée. Mais j'aime bien me présenter en partageant mes 3 piliers de vie. Je suis avant tout un heureux et fier mari et père de famille. Avec Élodie, ma femme, on a immigré au Canada en 2007. Puis nos 3 filles sont nées à Montréal. Léonie, 17 ans, Margot, 14 ans et Apolline, 9 ans. J'ai tendance à dire que Taylor Swift est rentrée dans la maison parce que les filles sont ultra passionnées par Taylor Swift et que... Là, si tu veux être best friend, t'as pas le choix de t'intéresser à des choses qui s'intéressent. Exactement. Puis je considère que, tu sais, moi, j'ai la capacité de, comme on le disait tout à l'heure, de potentiellement les éduquer. J'ai cette responsabilité-là. Mais comme on le disait tout à l'heure aussi, de par la pureté de ces petits êtres qui naissent, elles ont énormément de choses à m'apprendre que moi, j'ai oubliées au fur et à mesure des années. Et donc, effectivement, quand il y a Margot et Apolline ou Léonie qui dansent sur du Taylor Swift le soir, c'est quand même tellement énergisant, tellement rafraîchissant. Moi, j'arrive du bureau, comme ils le disent souvent, en short et transpirant, puis il y a Taylor Swift à fond dans la maison, puis tout le monde danse. Quelque part, tu vois, c'est quand même merveilleux, quoi. Tout à fait. Je m'émerveille de ça. Ouais. Puis, tu sais, ma quête, vraiment, en tant que père, c'est d'essayer de leur transmettre la confiance en elles. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans la vie. Et puis, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a tellement mis dans le mouvement. Et il y a toujours 90% des gens qui critiquent ce que tu fais, qui jugent, tu sais, comme on le disait. Mais à un moment donné, si toi, tu as la capacité de dire, tu sais quoi, ouais, j'entends ce que les autres me disent, mais au fond de moi, tu sais, le cœur, là, qu'est-ce qui te dit vraiment le cœur? Puis si j'écoute mon cœur,
bah, tu sais, c'est puissant. C'est ça qui est vraiment puissant. C'est en général très subtil, mais c'est tellement puissant. Avant de passer aux 2 autres piliers, Benjamin, la fameuse confiance, c'était inné chez toi ou ce sont tes entraîneurs, lorsque tu étais en sport de haut niveau, qui t'ont inculqué ça? Comment tu as reconnu que la confiance est un élément déterminant pour toi puis que tu veux transmettre maintenant à tes filles? C'est une bonne question. Je l'ai expérimenté au fur et à mesure des années par des décisions et des défis que je me suis donnés. Tu vois, moi, en aviron, j'ai jamais été... j'ai toujours été trop petit par rapport aux plus grands. Puis l'aviron, c'est un sport de... c'est un sport de très grand. Il faut être grand pour aller vite. Puis soit tu es lourd et puis tu es dans la catégorie, toute catégorie, soit tu es léger puis tu es dans la catégorie poids léger. Puis moi, j'étais toujours trop léger pour être chez les lourds, vraiment fort chez les lourds, et trop lourd pour être chez les légers. Donc j'étais un peu entre deux. Puis ce que j'ai pu mettre en place, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Mais cette passion pour l'entraînement, cette passion pour l'espèce de folie qui consiste à dire, tu sais, tous les jours, moi, je vais vivre une petite aventure de fou. Puis à l'âge de 16 ans, après des défaites en aviron qui étaient juste, tu sais, on était dernier de toutes les courses, c'était catastrophique. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Puis tu sais, je me suis dit, OK, moi, tu sais quoi, je vais me lever à 5 heures du matin. Je vais escalader les grilles du château de Versailles, parce que j'habitais mes parents au château de Versailles, puis c'était fermé. Puis moi, je vais aller m'entraîner la nuit dans le château de Versailles, parce que c'est là, tu vois, des petits trucs comme ça. Ouais. Puis tu vois, ce matin, tu sais, il fait -5 ici, il y a de la neige partout. Tu sais, je vais faire 25 km de vélo à travers la Montréal pour venir vous rencontrer ici. Tu vois, moi, ça a découvert cette quête un petit peu de l'aventure de chaque journée que tu es capable de faire. Et au fur et à mesure de là, tu sais, je me suis rendu compte que, en fait, je suis le seul à me mettre des limites dans ça. Puis cette résilience, cette mise en mouvement, je l'ai découvert vraiment au niveau de l'aviron, de dire, OK, moi, je veux, à l'époque, tu sais, je veux être champion de France, je veux être sélectionné dans les équipes de France. Puis tous mes entraîneurs ils disaient, mais tu sais, laisse tomber, quoi. T'es pas assez fort, t'es trop petit, t'es trop lourd ou t'es trop léger, tu vas pas assez vite. Bon, OK, tu sais quoi, OK, ouais, mais moi, je vais m'entraîner, moi. Je vais m'entraîner, puis je vais m'entraîner plus, puis encore plus. Puis au final... Bon, j'ai pas forcément réussi, mais j'étais très, très, très proche. Tu vois, ces années en 2000 et 2004, mes potes, ils sont champions olympiques. Et puis, moi, j'étais vraiment pas très loin. Donc, quelque part, tu vois, j'ai réussi à aller... et puis, ça s'est construit au fur et à mesure des années. Et tu vois, je saurais pas dire d'où ça vient à l'origine, mais je pense que mes parents, ils comprenaient pas cette réalité-là, mais ils m'ont jamais bloqué. Tu vois, ils m'ont pas vraiment aidé, mais dans le sens, ils m'ont aidé parce qu'ils m'ont pas bloqué. Et voilà. Ouais. Puis, en quelque sorte, tu sais, ils ont ouvert les mains, puis ils ont dit, tu sais quoi, toi, je comprends pas où est-ce que tu vas vraiment, parce que tu sais, eux, ils étaient dans un modèle à la française, assez religieux, avec ce bagage familial-là. Puis moi, j'arrivais avec du sport, tu sais, la messe le dimanche, non, je vais m'entraîner, moi. Donc la messe le dimanche, ça marche plus, tu vois. Ouais. Puis ils ont dit, OK, ouais, bon, écoute, vas-y. Et puis, tu sais, fais ton chemin avec ça. Advienne que pourra, tu vois. Ouais. Puis ça, quelque part, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont donné parce que c'est comme ça que j'ai pu cheminer. Alors, j'ai cheminé tout seul, beaucoup tout seul. Ouais. Mais en quelque sorte, j'ai pas eu trop de freins sur ces décisions-là. Puis tu vois, donc ça, c'est pour ça que je dis que vraiment l'aviron, aujourd'hui, je le romance parce que je suis capable de faire un retour, tu sais, en regardant dans le rétroviseur. À l'époque, je le savais pas, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette intense énergie dans l'entraînement que j'arrivais pas à transmettre en course. Mais l'entraînement, ça a toujours été pour moi quelque chose de vraiment passionnant, tu vois. J'avais vraiment envie, puis et je pense que cette résilience-là, comme tu dis, et puis c'est de là d'où ça vient. Donc, tu viens un peu de nous décrire ton second pilier, là. En même temps, ouais, tout à fait. Ouais, effectivement. Et le troisième pilier, celui d'entrepreneur? Et effectivement, mon troisième pilier d'entrepreneur, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de participer, de créer avec Maxime Denancla MobiWave en 2011 à la naissance de Margot. C'était une décision courageuse de dire, OK, deuxième enfant, je quitte ma job, puis je prends mon congé parental de 5 semaines pour sauter dans le vide. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais aucun argent de côté. J'ai aucune richesse, vraiment aucune richesse. La maison, elle appartenait à la banque. Même la voiture appartenait à la banque. On n'avait pas d'argent de côté.
Puis j'ai construit un cabanon au fond du jardin. Puis pendant 1 an, j'ai démarré MobiWave là. Dans le cabanon? Dans le cabanon, au fond du jardin. Ouais. J'ai poussé les skis, j'ai accroché les vélos au mur, sur l'établi, j'ai poussé tous les trucs. J'ai dit, OK, j'ai mis un ordinateur. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis tu vois, avec Maxime, on se rencontrait dans les cafés le soir. Puis OK, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on essaye? Puis on a tergiversé, on a cherché, puis au téléphone toute la journée, à lever des fonds et à raconter une histoire, c'est complètement folle, quoi. Mais de quoi ils parlent, ces gars-là, quoi. Ouais. Puis 2011, tu vois, juin 2011, mars 2011, création de MobiWave, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, OK, 1 employé, 2 employés, 30 000 une centaine d'employés, $30 par-ci, 30 000 par là. Puis finalement, tu as agrandi le cabanon pour rentrer dessus. Donc à partir du moment où j'étais plus tout seul, OK, faut sortir du cabanon. Ouais. Puis sortir du cabanon, OK, on a commencé à trouver des locaux qui étaient quasiment au milieu d'une cave à Montréal. Puis 10 ans plus tard, effectivement, on avait des bureaux en Australie, des bureaux en Inde, en Corée, en France, et des équipes beaucoup à Montréal. Puis on a eu cette opportunité inouïe de vendre ça à Apple dans une situation complètement hallucinante parce que il faut comprendre qu'on était en février 2020. Mm-hmm. Février 2020. On sait ce qui se passe en mars. Tout de Exactement. Suite après. 28 février 2020. Ouais. Premier term sheet d'Apple sur l'acquisition de MobiWave. Puis le 13 mars, donc littéralement 10 jours plus tard, shutdown mondial. Ouais. L'action d'Apple qui s'écroule, Tim Cook qui dit on arrête tout le M&A, et tu vois, donc nous tout d'un coup on s'est enfermé dans le sous-sol de la maison avec les enfants qui n'étaient pas à l'école, avec une transaction qui était là, qui était stallée, complètement paralysée. Non, parce qu'on avait réussi à la relancer, mais qui était l'aboutissement d'une vie, tu vois, avec la pression des investisseurs d'un côté, les enfants à la maison qui courent partout. Moi, je faisais mon board meeting là, mais là, il y avait le cours d'anglais de Léonie, qui est la prof d'anglais qui disait « OK, tu peux fermer la porte parce que ton père, il fait tant de bruit. » Tu vois, et puis, pendant littéralement 3 mois, on a fait cette transaction-là à la maison où tout le monde était lockdown. Puis, il y avait 200 personnes d'Apple qui regardaient notre data room, alors que nous, on était 2 à répondre aux questions, tu vois. Une armée complète un due diligence épouvantable, j'imagine. Épouvantable, dans le sens très organisé. Oui, bien sûr, exact. Épouvantable, très rigoureux. Très rigoureux. Puis moi, c'est simple, j'avais mon bureau, puis j'avais mon vélo sur le trainer. Puis je passais autant de meetings sur mon bureau que sur mon vélo. Puis pendant ces 3 mois-là, j'ai fait 3000 km de vélo sur mon trainer dans mon garage parce que j'avais vraiment besoin de mettre des watts quelque part. Donc, cette mentalité-là sans limite, c'est celle qui t'a permis de passer à travers tout ça ou c'était la vocation de vouloir créer quelque chose pour changer le monde? Comment tu définis cette période-là pour toi? Ouais, tu vois, en fait, il n'y avait pas eu vraiment de cette réflexion aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de recul et de réflexion sur Baumier que j'ai pu l'avoir dans MobiWave. Tu sais, avec Maxime, on était là en 2 entrepreneurs, on avait envie de réaliser quelque chose de grand, mais on savait pas trop. On avait nos idées fintech, puis au fur et à mesure qu'on le développait, on s'est rendu compte que ça allait être vraiment, vraiment grand, tu vois. Puis on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui nous faisait triper, même si c'était immensément exigeant. Puis tu vois, heureusement qu'avec Maxime, on avait on était beaucoup... On était drainé, mais quelque part, on était aussi énormément énergisé par cette réalité. Tu sais, quand tu vas voir des fabricants de puces comme Intel qui disent « Oh la vache, les gars, attendez, vous êtes en train de faire un truc de fou. » Bon, ils savent pas l'exécuter, mais tout d'un coup, tu as de l'attraction chez eux. Puis après, que tu vas voir des gars comme chez Samsung qui disent « Oh la vache, OK, mais c'est hallucinant ce que vous faites. » Puis les banques. Tu sais, à un moment donné, c'est des signaux qui sont jamais reflétés dans les chiffres parce que la réalité, c'est que tu n'as jamais de vente. Mais c'est des signaux qui sont forts, tu vois. Puis tout d'un coup, t'as des géants de l'industrie qui te regardent, toi, en disant « Ah waouh, mais ça, c'est l'idée de demain, tu vois. » Ça, c'est l'idée qui a émergé dans le cabanon, dans le fond du cours à Montréal.
Et pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on parle, c'est maintenant, vous êtes capable de payer en tapant avec votre téléphone. C'est la technologie que vous avez inventée. Ben alors, tu sais, pour être précis, parce que tu sais, on veut être précis, c'est pas le Apple Pay, Ouais. dans le sens où l'Apple Pay, c'est ta carte Mhm. qui est digitalisée dans ton téléphone, donc qui te permet, toi, de payer avec ton téléphone. Mais c'est la deuxième version qu'on appelle le Tap to Pay, Mhm. qui consiste à supprimer le terminal de paiement, puis c'est le terminal de paiement qui est intégré dans le téléphone. OK. C'est ça qu'on a développé. Donc, à ne pas confondre avec le Apple Pay que tout le monde utilise, mais le Tap to Pay, il est plutôt orienté pour des petites entreprises. Par exemple, si vous allez chez l'Apple Store, ben, vous avez la capacité d'utiliser Tap to Pay. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'iPhone qui se transforme avec une interface noire où tu peux taper ta montre ou ton téléphone ou ta carte sur le téléphone. C'est ça qu'on a créé. On repart du cabanon. Je trouve ça tellement intéressant parce que on oublie que les business sont partis dans le sous-sol ou dans le cabanon ou dans les petites Dans affaires. la cuisine. Dans la cuisine, tu sais, dans le sous-sol des parents de quelqu'un, Ouais. des fois. Tu sais, c'est des histoires qui nous sont racontées. C'est à quel moment que vous avez réalisé que vous étiez en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'imagine était la vision du premier board meeting dans un café de Montréal entre toi et ton associé en soirée, là, tu sais? C'est à quel moment qu'on est, ça fait que, OK, là, on tient de quoi, là, de... Ouais, en fait, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de moment, particulier. C'est qu'au fur et à mesure, tu le découvres au fur et à mesure de la ride, en fait, de l'aventure. Puis tu le découvres parce qu'à un moment donné, tu touches, je te dis, t'as certains signaux Ouais. d'acteurs géants qui disent « Ah, ça, c'est intéressant. » Puis là, ce signal-là, soit tu te dis « Bah, écoute, je l'écoute pas parce que ça va être une tonne d'énergie, mais tellement hallucinante que j'y vais pas. » Ou alors tu te dis « Go !» C'est là-dedans que tu t'engouffres. Ouais. Puis finalement, c'est là-dedans que tu crées la valeur. Moi, je crois beaucoup dans la notion de création de valeur à travers la différence. Ouais. Puis dans l'histoire de Cliff Bar, c'est un livre, Raise the Bar, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Bah, à un moment donné, les gars, ils sont partis en voyage de vélo en Europe. Puis ils sont tombés, ils savaient pas lire une carte. Puis ils voyaient une carte, t'as les chemins rouges, les chemins jaunes et les chemins blancs. Puis eux, ils se sont dit, OK, on veut aller d'un point A à un point B. Bah, on prend le chemin rouge. Mais ils sont tombés sur une autoroute en vélo. Donc ils se sont dit, ouais, vous n'avez pas le droit d'être là et tout ça. Donc ils se sont dit, OK, c'est vrai que c'est très dangereux pour nous. Puis finalement, ils ont pris la décision de prendre des chemins que les chemins blancs, qui finissent en pointillés, tu vois. Ouais. Ben, c'est un peu cette image-là, de dire, OK, toute l'industrie va vers là, Ouais. c'est mainstream, c'est relativement facile, mais c'est très dangereux parce qu'il y a tellement de monde que tu risques de te faire bousculer par un camion. Ouais. Alors que par là, tu sais quoi, là? Ah, il y a le petit chemin, il y a le petit village, puis là, on sait pas trop où ça va, là. Ouais. Mais ça, c'est le white path. Ouais. Puis là, il y a personne. Puis là, on va rencontrer des choses. Puis le seul risque que tu as dans ce chemin-là, là, c'est qu'à un moment donné, toi, tu t'arrêtes. Mais tant que toi, tu t'arrêtes pas, tu vas forcément arriver quelque part. Tu vois. Ouais. Et c'est un peu cet état d'esprit qui consiste à dire ouais, on a un sentiment, on a un feeling de se dire OK, bah, c'est là qu'il faut aller. Je sais pas trop comment ça va être là-haut, tu vois. Mais en chemin, je suis sûr que c'est safe, relativement safe, parce que tu sais, on va être tout seul, on va être sur un petit chemin, on va découvrir un petit village, tu vois. Ouais. Ben, c'est cette réalité-là, en fait, qui est tripante. Et t'es allé paver là où c'était des pointillés. Ouais, puis tu dis finalement, tu sais quoi, ouais, moi je suis passé dans le col en haut des montagnes, ok, il y avait de la neige, ok, j'ai pris mon bike sur le toit, sur mon épaule. épaules, ouais. Ah, tu sais quoi, qu'est-ce qui m'empêche, je peux continuer à marcher? Mhm. Ouais, ça va être difficile, oui, mais je peux continuer à marcher. Il n'y a rien qui m'arrête, tu vois, dans cette réalité-là. Mhm. La seule chose qui m'arrête, c'est moi. Puis dire, ok, non, je suis fatigué. Comme dans le sport. Comme dans le sport, mais comme dans la business. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand tu es fatigué, bah, c'est là que tu t'arrêtes. Puis si tu t'arrêtes, bah, c'est là qu'il y a tout qui s'arrête. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles de ça, l'idée d'être en mouvement, de se poser nous-mêmes nos propres limites, donc d'être sans limite, comme je te disais tout à l'heure. Quand tu rencontres quelqu'un sur ton chemin qui pose des limites, quand tu vois qu'on devrait foncer, ça te donne quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu sais, moi, j'essaye de pas savoir tout sur tout. Enfin, je sais que je sais pas tout sur tout. Mm-hmm. Puis je suis le premier à dire que je sais pas ce que je sais pas. Oui. Donc, si tu as quelqu'un en face de moi que j'ai la profonde conviction que cette personne-là, elle veut faire en sorte que le projet avance, peu importe le sujet, ben, je l'écoute. Mais si cette personne-là, elle est en mode, tu sais, ouais, vas-y, je te conseille de machin, puis que, tu sais, quelque part, il y a une énergie que tu sens qui est positive ou négative,
Puis c'est cette personne-là, elle te donne des conseils parce que c'est drivé par ses peurs et ses craintes et machin et tout ça. Je dis quoi, tu sais, OK, ouais, je t'entends. Mais moi, je vais là. Donc à un moment donné, tu sais, ouais, vas-y, tasse-toi, puis je vais rouler. Donc tu peux venir, tu peux me suivre, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, c'est pour ça que le conseil, il est particulièrement délicat à donner, tu vois. C'est que, même moi, avec, je suis qui, moi, pour te donner un conseil, à qui que ce soit. Donc, moi, j'ai pas l'arrogance de dire, ouais, t'es quoi, je suis le CEO, machin, j'ai fait MobiWave, je sais tout sur tout. Non, ça, c'est pas vrai, parce que je sais pas ce que je sais pas. Donc, j'aime bien m'entourer de gens potentiellement qui peuvent m'amener ailleurs. Puis, tu sais, Steve Jobs, il disait toujours ça aussi. Il disait, OK, moi, je m'entoure de gens qui sont capables de m'amener autre part. Puis moi, je sais pas. Puis donc, si à un moment donné, il y a des experts dans l'équipe, ben, c'est eux qui savent, tu vois. Puis ça nous amène à la prochaine page de Baumier, de dire, OK, moi, je suis le fondateur de Baumier, puis j'aime dire que dans Baumier, il n'y a pas de boss. Je suis pas le CEO de Baumier. Je suis un membre de l'équipe. Puis à un moment donné, j'ai une certaine expertise sur un certain sujet, mais je sais pas tout sur tout. Puis, tu vois, aujourd'hui, dans nos entreprises capitalistiques, c'est dysfonctionnel d'avoir un CEO qui, soi-disant, sait tout sur tout. Parce que la réalité, c'est qu'il ne sait pas tout. Puis, tu sais, dans une organisation où tu as le machiniste qui fait marcher sa machine tous les jours, lui, il sait comment elle marche, sa machine. Mais le gars qui est 5 ou 10 niveaux au-dessus, lui, il ne sait pas. Donc, si à un moment donné, il dit, tu sais quoi, on va changer la machine ou on va changer... Qu'est-ce qui est impacté? C'est le machiniste. Mais lui, il subit ça. Alors que c'est lui l'expert. C'est lui qu'il faut écouter. Donc, tu sais, par rapport à ton point de dire, OK, tu sais, si tu as quelqu'un qui est en travers du chemin ou à côté du chemin, s'il a la bonne énergie, puis s'il veut participer au projet, là, il devient un expert. Lorsqu'on est sur un chemin où tout nous réussit parce qu'on travaille très fort, on a repoussé nos limites, comme tu nous le décris. Parfois, l'ego peut rentrer en ligne de compte. Tu me décris quand même un être, toi, Benjamin, où l'humilité allait avoir pris le dessus sur l'ego. Est-ce que je me trompe? Ouais, mais l'ego, c'est une vraie question. Puis tu sais, pour ça, François Lemay, il m'a beaucoup enseigné. C'est quoi l'ego, puis à quoi ça sert. Puis l'ego, c'est quelque chose dans le cerveau. Puis le cerveau, il a la finalité du cerveau, c'est qu'il nous protège. Mais c'est pas forcément lui qui nous fait avancer. Le cerveau, il est animé par tes blessures, par tes peurs, puis a priori, il te protège. C'est à ça qu'il servait dans la savane. C'est-à-dire qu'il y a un lion quelque part. Ouais. OK, le cerveau, il est là pour te protéger. Ouais. Mais la réalité, là, c'est que, tu sais, je peux regarder, là, les lions, ils sont où, là? Aujourd'hui, là, on est quand même loin de la savane, OK? Ouais. Même quand je suis sur mon vélo et qu'il y a des pick-up qui me crossent partout, là, tu vois, je suis peut-être entouré de lions à ce moment-là, mais c'est quand même déjà très relatif. Donc, cette réalité physiologique, je dirais, animale, ça, c'est notre histoire. Mais aujourd'hui, moi, j'entends mon ego à un moment donné qui essaie de me battre, mais j'essaie d'écouter mon cœur plus que, tu vois. Et puis ça c'est là où les heures de vélo, qui sont en quelque sorte un peu méditatifs, me permettent d'harmoniser tout ça. Dire, tu sais, le cerveau, il tourne. OK, ouais, mais vas-y. Tu peux te calmer, là. Tu peux te calmer, puis là, tu laisses la place à écouter ton cœur, finalement. En fait, je pense que c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et l'ego, il est bon de temps en temps, mais pas tout le temps. Tu vois, pas tout le temps. Tournons la page de MobiWave. Et puis là, on a vendu MobiWave. Super success story. Tu as travaillé pour Apple un certain temps. Tu as eu des apprentissages à l'intérieur de ça qui t'a donné envie de lâcher la grosse job de chez Apple puis partir une petite business locale. Explique-nous un peu le cheminement puis comment cette business-là elle te ressemble en tout point de vue. Là. Ouais. Tu vois, ça fait partie... C'est encore une fois, aujourd'hui, je le romance parce que je suis capable de regarder dans le rétroviseur puis de le raconter un petit peu. Mais tu vois, dans MobiWave, j'ai découvert... puis Maxime, il avait cette notion de plus nord-américaine, de dire, OK, il faut qu'on crée du leadership dans les équipes, il faut qu'on crée une équipe qui soit puissante et tout ça et tout ça. Puis c'est lui qui m'a créé les étincelles dans cette réalité-là. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et dans MobiWave, j'avais une certaine limitation dans ce que je pouvais exécuter. Donc, Baumier, je dirais, c'est ma réalisation 2.0 de ce que j'ai vraiment envie de réaliser en tant qu'entrepreneur d'impact et d'avoir une entreprise à impact. Donc, tu vois,
Beaumier, je considère pas que c'est une petite business parce que je sais pas où est-ce que ça va aller, tu vois, mais je considère que aujourd'hui, c'est plutôt une start-up. Ouais. C'est un bébé plus jeune. Exactement. C'est un petit bébé très, très jeune auquel il faut donner beaucoup, beaucoup d'attention. Ouais. Et pour moi, c'est la capacité de me réaliser dans, OK, comment est-ce qu'on met l'humain au milieu de tout ça? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Parce que c'est pas des KPI, c'est pas des chiffres, c'est pas, OK, on va faire du revenu, on va fabriquer tant de vélos. Non, c'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on met ça au cœur de notre réalité opérationnelle? Parce que, puis je l'ai expérimenté dans Beaumier, on peut très bien s'enfarger dans, OK, les to-do, OK, il faut faire du carbone, il faut faire du titane, il faut produire, hein, combien ça coûte. Hein. Mais la réalité, c'est que moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour expérimenter quelque chose de plus grand que nous et puis voir les yeux qui brillent dans les yeux des employés, tu vois, des membres de l'équipe. Donc, ça passe par passer du temps autour de la table à parler des sujets. Tu vois, on a parlé des sujets d'actionnariat, on a parlé des sujets d'argent. On parle des sujets d'argent chez Beaumier. Il y a une transparence absolue. Tout le monde connaît les salaires de tout le monde. On fait ce qu'on appelle le self-management, l'auto-gouvernance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle du plan de l'entreprise, on parle de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et qu'est-ce qu'il faut qu'on réalise en équipe. Mais moi, je ne suis pas en train de dire « Hey, Frank, il faut que tu fasses ça. Mathieu, il faut que tu fasses ça. » Non. Chacun a sa compréhension du plan. Puis en fonction de sa compréhension du plan, il fait ce qu'il a à faire. Mm-hmm. Et en quelque sorte, il fait ce qu'il veut faire. Ouais, il va quasiment aller chercher une imputabilité en quelque part. Hein. Ouais. Et donc, chacun prend la responsabilité. Puis quelque chose que je faisais moi dans MobiWave, c'est que, tu sais, CEO, je levais des fonds, toutes ces responsabilités, je les prenais sur les épaules. Et ça, c'est ultra pesant, c'est ultra fatigant. Mm-hmm. Donc pour un entrepreneur qui se lance, tu sais, ça fait peur de dire, OK, mais moi, je vais prendre toutes les responsabilités sur le dos. Mais quand tu mets tout sur la table, en fait, tu t'aperçois que, OK, toi, tu peux prendre ça, parfait. Toi, tu peux prendre ça, parfait. Puis il y a des réalités qui restent sur la table. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça devient? Ah, OK, ça, c'est intéressant parce que finalement, peut-être que moi, j'ai peur de ce sujet-là, puis ça m'oppresse. Mais une fois que je le mets sur la table, déjà, ça m'appartient moins. Puis finalement, l'entreprise ou l'équipe a peut-être pas besoin de régler ce problème-là, tu vois. Oui. Puis du coup, tu te retrouves à suivre une énergie nouvelle avec un individu nouveau qui est Beaumier. Puis tout d'un coup, t'écoutes cette énergie-là, puis ça, c'est puissant parce que tout d'un coup, c'est plus moi. Puis c'est pas forcément les membres de l'équipe, mais tout d'un coup, ce petit bébé Beaumier a ses intentions, a son énergie propre, il a son flux d'énergie. Puis moi, je suis pas censé le driver juste par mes craintes. Mm-hmm. Tu vois, c'est un peu comme ça que cette aventure, elle commence. Puis c'est aujourd'hui, c'est ça qui drive pas mal cette réalité-là. Puis tu vois, à travers la gouvernance, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est que on prend des heures de gouvernance où on met des sujets sur la table tous ensemble. Tu sais, ça paraît un peu dichotomique parce que l'entreprise est jeune, on a une tonne de trucs à faire, mais à un moment donné, pendant les heures de gouvernance, on s'arrête. Mm-hmm. Tu vois, on s'arrête, on respire. On prend des moments de gratitude pour vraiment s'arrêter, de se dire, OK, je comprends que c'est la folie en dehors de la pièce, là, ouais. Mais on est là pour prendre une heure et demie ou deux, dire, OK, sur quoi on réfléchit, sur nos comportements en tant qu'équipe, qu'est-ce qui est drainant entre nous, des tout petits éléments. Ah, quand toi, tu me parles comme ça, c'est drainant. Ah, OK, je le savais pas. Sur des problématiques d'action. OK, qu'est-ce qu'on fait avec l'actionnariat, le capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire? L'autogouvernance, la prise de décision. On essaie de définir cette réalité-là. Puis comme ça, on harmonise un peu les règles du jeu de comment est-ce qu'on veut exécuter ça ensemble, tu vois? Comment est-ce qu'on veut vivre ensemble? Puis qu'est-ce que vous amenez sur le marché et à l'humanité? Parce que tu nous parles beaucoup de comment vous composez l'équipe qui va rendre possible ce rêve-là. Ouais. C'est comme ça que j'entends pas mal le dernier passage de ce que tu dis. Puis en même temps, t'es arrivé ici avec un très bel... un très beau vélo qui est ultimement ce que vous allez proposer à l'humanité. Tu as une vision par rapport à ça. Votre site web est magnifique. Parle-nous un peu de la vision de ce que vous amenez dans le marché puis ce que vous voulez offrir comme legs. Tu as fait même un parallèle avec Yvon Chouinard de Patagonia qui est une inspiration un peu dans le même sens. Fait que parle-nous de ça un peu. La vision de Beaumier, c'est pas qu'un vélo, c'est par rapport à ce qu'on amène à l'humanité, parce que c'est dans l'absolu, amener un vélo de plus, ça nous dépasse pas beaucoup. Nous, ce qu'on cherche, c'est à avoir une entreprise qui serve l'humain et l'environnement. C'est vraiment ça la quête.
Puis aujourd'hui, le beau vélo, le bel objet qu'on a pu réaliser, que je suis content d'avoir vu qui crée des étoiles dans tes yeux, c'est un beau signe. Ben, c'est la première preuve de nos mots, tu vois. Parce que derrière nos mots, de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui respecte l'humain? Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui respecte l'environnement? C'est des sujets immensément complexes qui ne sont pas drivés par des KPI ou des chiffres. Donc, on ne peut pas mesurer. Tu sais, je ne peux pas mettre sur mon site web un décompte du bonheur humain chez Baumier, tu vois. Mais et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de participer à des podcasts ou pouvoir répondre à vos questions. C'est que moi, j'ai à cœur de partager notre expérience. Pas ce que je sais, mais ce qu'on vit, tu vois. Les questions qu'on se pose, puis les réalités auxquelles on fait face, puis les réponses qu'on a à un moment donné, puis qui ne sont pas la vérité, mais qui sont juste une réalité d'un moment, puis qui peuvent évoluer. Puis je pense que ça, c'est puissant parce qu'à un moment donné, on va, tu vois, comme Patagonia ou Clif Bar, l'histoire derrière les produits, c'est ça qui est puissant. C'est qu'à un moment donné, tu as des gens qui se sont connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et de plus fort, puis ils ont cheminé sur cette histoire-là. Ou Steve Jobs, tu vois, c'est aussi une aventure vraiment intéressante qui, je pense, aujourd'hui a perdu son sens par l'aspect capitalistique de la réalité d'Apple. Mais et c'est ça qu'on veut transmettre chez Baumier, c'est d'essayer de dire, OK, je pense qu'on est par rapport à l'humanité, on est à un tournant vraiment intéressant de dire, on a suffisamment de retours sur les 300 dernières années de révolution industrielle, puis on sait que ça crée du dommage sur la planète et sur l'humain. On sait que les 30 dernières années de révolution technologique, ben ça, c'est pareil. On sait que ça crée du dommage sur la planète et sur l'humain. Puis aujourd'hui, l'idée, c'est pas de tout mettre à la poubelle. L'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? Quels sont les apprentissages qu'on peut en faire pour mettre un coup de barre et de dire, OK, dans 25 ans ou dans 30 ans, on sera autre part. Puis, idéalement, on aura compris que la planète et chacun d'entre nous, là, c'est essentiel à la réalisation de quoi que ce soit dans la vie, tu vois. Donc, c'est un peu ça que, tu vois, je trouverais ça très intéressant qu'à un moment donné, on fasse des conférences avec Baumier, avec l'expérience de Baumier, en disant, OK, nous, on a expérimenté ça. On ne dit pas qu'on sait ce qu'on, tu vois, on n'arrive pas avec l'arrogance de dire, nous, on sait. Mais voici la recette, là. Nous, on sait tout maintenant. C'est pas une recette. Mais, tu sais, juste, voici ce que nous, on a vécu, puis voici ce qu'on a pu observer de ce qu'on a vécu. Puis, prenez-en, faites des ponts dans votre réalité, puis servez-vous de ça, de partager ça. C'est pour ça que, tu vois, dans Baumier, nous, on a la transparence absolue. On n'est pas en train de cacher nos processus de fabrication, on n'est pas en train de faire des brevets sur nos trucs. Tu sais, moi, j'ai aucun intérêt à protéger, dans le sens à contrôler cette réalité-là. Moi, ce que je veux, c'est que si je découvre quelque chose qui est plus efficace, notamment pour recycler la fibre de carbone, je veux que tout le monde en bénéficie, tu vois. Bien sûr. Je sais que la Terre est tellement grande et le marché est tellement grand que moi, je vais pouvoir prendre ma part du marché pour avoir un chiffre d'affaires, pour pouvoir vivre, mais j'ai pas besoin de contrôler quoi que ce soit, tu vois. Puis cette transparence-là, elle va sur tous les sujets, que ce soit gouvernance, finance, processus de fabrication, réalité des employés. Puis ça, c'est difficile à exécuter aujourd'hui. Parce que tout le monde te dit « Ah là là, attends, t'as fait une découverte, fais un brevet. Protège ton truc. » Ou il y a des gens qui viennent visiter l'usine. Si à un moment donné, vous venez visiter l'usine, OK, qu'est-ce qu'on montre? Ah non, ça, faut pas le montrer, c'est un secret. Ouais, mais tu sais, à partir du moment où tu as des secrets, tout d'un coup, tu crées une limite, tu crées une barrière, puis ça sert à quoi, en fait? Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui, en décembre 2025? Ouais, aujourd'hui, chez Baumier, on est 8. OK. Tu as vraiment parti de Simon Sinek, Start with Why. Ton why est très clair. Il y a quelque chose autour d'un impact humain, un impact sur l'environnement. Vous auriez pu choisir plein d'autres business que celle du vélo. Pourquoi celle du vélo? Ah ouais, ça, c'est une bonne question, ça. Écoute, en fait, dans la réflexion, tu vois, moi, je suis vraiment parti des piliers philanthropiques de dire, OK, l'humain, l'environnement. Puis au bout d'un moment, je dis, OK, mais si je veux faire une entreprise à succès, il faut que je vende quelque chose. Un service, un produit. Puis je ne savais pas trop. Puis au fur et à mesure de mes meetings Webex chez Apple devant mon écran débile, tu sais, je dis, et en fait, tu sais quoi, moi, je fais du vélo depuis toute ma vie. Puis ça a été la grande constance de ma vie, en fait. Parce que quand j'ai arrêté l'aviron,
tu sais, je me suis mis à faire du vélo. Puis à un moment donné, quand j'ai un petit peu arrêté le ski de fond, hop, je me suis mis à faire du vélo. Puis dans les saisons creuses, j'ai toujours fait du vélo. Puis j'ai des souvenirs de mon enfance, vraiment, tu sais, des moments de vie intenses autour du vélo. Je me suis dit, OK, moi, je connais rien à l'industrie du vélo, mais c'est quelque chose qui m'anime énormément. Puis, tu sais, depuis que je suis à Montréal, donc depuis 2007, moi, je vis en vélo toute l'année. J'ai des vélos cargo, je transporte les enfants en vélo, tu sais, l'hiver, sous la pluie, peu importe. On a un vélo tandem où finalement, les enfants, quand ils sont plus grands et qu'ils ne rentrent plus dans le vélo cargo, ils montent sur le vélo tandem. Puis, tu vois, donc vraiment, le vélo, c'était quelque chose qui m'anime beaucoup. Et puis, je me dis, en fonction de la façon dont tu développes ton vélo, c'est immensément cohérent avec le respect de l'humain et le respect à l'environnement. Et donc, tout ça, ça crée de la cohérence. Puis tout ça, finalement, ça tombe de sens. Alors, même s'il y a des enjeux industriels énormes, OK, l'industrie du cyclisme va pas bien, on a eu la post-pandémie, on a eu la pandémie, toute cette réalité-là fait que le business autour du vélo est quand même assez compliqué. Mais à terme, tu sais, je trouve ça tellement cohérent que peut-être que les premières années vont être difficiles, mais je suis convaincu au fond de moi que si on fait les choses de façon juste, il y a quelque chose de bien qui va sortir. Tu vois. Ça, je suis convaincu de ça. Je sais pas quoi, je sais pas dans quelle mesure, et je sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. Tu vois. Et puis c'est cette certitude qui est au fond de mon cœur et pas au niveau de mon cerveau. Hein. Ouais. Parce que tu sais, quand je vois les chiffres, quand je vois nos enjeux de projet, quand je vois nos KPI qu'on livre pas, nos ventes et tout ça là, tu sais, j'ai le cerveau qui embarque, qui dit wow, là, c'est chaud, arrête de faire confiance, faut que tu sois plus autoritaire. Non. Puis tu sais, quand je monte sur mon vélo le soir, que je suis dans la neige, comme ça, qui fait froid, tu sais, tout d'un coup, le cerveau, il est gelé, il se tait. Ah, OK. Puis là, le cœur prend la puissance. Puis c'est ce que je transmettais à mes équipes la semaine dernière, parce qu'on finit nos années et tout ça. Mais tu vois, cette certitude-là, elle est vraiment puissante. Cette espèce d'étincelle au fond du cœur, ça, c'est vraiment puissant parce que tu es certain que tu es sur la bonne voie. Tu vois, on est vraiment sur le white path de dire, OK, j'ai envie d'être là, je sais pourquoi je suis là. Et oui, c'est difficile, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau, quoi, tu vois. Mm-hmm. Une des choses que vous martelez sur le site web aussi, c'est que vous voulez faire un vélo qui est ultra durable. En fait, parler de garantie à vie qui va... Fait que t'en achètes un, puis tu vas mourir avec. Parle-nous un peu de l'idée derrière ça. Est-ce que c'est complexe à livrer, un coup qu'on l'a dit, là, tu sais? Ouais, c'est vrai que c'est complexe à livrer. Mais tu vois, on veut... Oui, on a parlé de la réalité N+1 des cyclistes de ce monde, hein, qui consiste. Dis-la pour ceux qui le savent. Ouais. La réalité, c'est quoi? C'est la réponse à la question de combien, c'est quoi le nombre idéal de vélo. Le nombre idéal de vélo. C'est ça. C'est N+1. C'est-à-dire que tu es toujours dans la quête d'en avoir un nouveau. Tu vois, c'est toujours cette réalité-là. Mais les 5 que j'ai déjà, plus celui que je voudrais vraiment exactement. avoir. Plus le prochain. C'est ça. Plus le mountain bike, plus le fat, le gravel. Le machin, bref. Plus de suspension, j'ai 120 mm, mais non, il me faudrait un 117 mm, je pense que ce serait mieux, tu vois. Bon, bref. Ouais. Puis la réalité de l'industrie du vélo, c'est quand même, on est manipulé par beaucoup de marketing. Absolument. Et quelque part, moi, j'observe ça en tant que vrai fan de vélo. Je sais pas combien il y a de vélos dans les garages, mais il s'avère qu'il n'y a pas que les miens, parce qu'il y a aussi les vélos des enfants. J'ai une bonne excuse. Ouais. Mais il y a au moins 25 vélos dans la maison, quoi. Fait que toi, c'est 5N plus 5. C'est 5, au carré. Je pense qu'il y a un carré quelque part. mais tu sais, j'observe ça, puis je me dis, tu vois, encore une fois, inspiré par Patagonia, quand ils ont fait leur annonce de Black Friday, de dire, tu sais, n'achetez pas nos produits si vous n'en avez pas besoin, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est responsable. Quand je vois des grosses marques de vélo qui t'inventent un vélo intermédiaire entre du gravel, du all-road et du performance road, aéro et tout ça, oui, ça sert pour des professionnels parce que... Mais pour monsieur, madame, tout le monde, même, nous qui sommes assez exigeants en termes de vélo, tu verras pas la différence, tu vois. Mm-hmm. Puis je me dis, puis l'impact environnemental de ça, il est fort, de 1. Puis de 2, l'impact marketing, il est énorme parce que finalement, on est manipulé par cette réalité-là. Puis du coup, toi, en tant qu'individu, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai de ce qui est pas vrai. Mm-hmm. C'est ce qui est vraiment vrai de ce qui est pas vrai. Tu fais des essais en soufflerie, tu vas gagner 3,7 watts à 40 km/h sur un bike, on s'entend que...
Ouais. Ça arrivera jamais, quoi. Ouais. Entre ton manteau qui va faire floc, 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 qui va déjà te consommer tes 5 watts, les 5 kilos ou les 15 kilos, je parle pour moi, qui sont en trop sur le bonhomme. Ou ceux qu'on va prendre dans les 2 prochaines semaines. Ouais. Bon, tu vois, la réalité, c'est que... Donc moi, j'observe ça, puis je me dis, il y a moyen d'être plus responsable, plus connecté à qu'est-ce qui est juste. Mm-hmm. Puis Baumier, c'est ça. On essaye effectivement de se dire, oui, on va un petit peu à contre-courant. C'est encore un peu white pass de dire, OK, tout le monde va là, tout le monde market ça comme ça. Ouais, et nous, on croit ça. On croit là-dedans. Puis le défi, c'est qu'on va un peu à contre-courant. Donc, on se prend des challenges big time, tu vois. T'as des gens qui disent, mais arrêtez avec votre bullshit. C'est pourquoi vous dites ça? Puis t'as des influenceurs qui disent, non, moi, j'y crois pas. Ton vélo, il fait plus que 800 grammes. Ton cadre, il fait plus que 800 grammes. C'est de la merde, tu vois. Donc, nous, on croit que en suivant notre vision, en suivant ce qu'on croit profondément, puis en respectant l'individu qui l'achète, oui, on a du mal à trouver ces clients-là. Mais ils existent. Mais ils existent. Ouais. Puis une fois qu'on en a trouvé quelques-uns, on va leur donner tellement d'amour et les encadrer, c'est qu'ils vont vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue, tu vois. Puis nos premiers clients chez Baumier, c'est ça. C'est qu'on est capable de vivre avec eux des enjeux, tu sais, des défis d'entreprise avec transparence. On est capable de dire, c'est quoi, on a un client à qui on a livré une roue, on lui a dit, non, je crois on te livre une roue parce qu'on t'a promis de te livrer une roue, mais elle n'est pas parfaite. Donc, tu sais quoi, on t'en met une à la boîte, on te la livre, mais que tu puisses rouler. Ouais, que tu puisses rouler, parce que c'était ça le plan. Mais dans 2 semaines, on vient de voir, puis on t'en donne une autre. On t'en donne une autre qui, celle-là, sera parfaite. Parce qu'on a observé un petit défaut. Puis, tu sais quoi, je pense que tu l'aurais pas vu si on te l'avait pas dit. Mais nous, on te respecte tellement et on privilégie tellement cette réalité-là qu'on veut te le dire, tu vois. C'est la puissance de la vision qui t'amène l'énergie à toujours vouloir continuer, ou c'est la taille du défi qui t'amène cette énergie-là? Ouais, ça, tu vois, je sais pas trop. Je pense que c'est la quête de simplicité et de connexion. Tout à l'heure, vous me disiez que vous, dans votre réalité de conseiller financier, ce qui vous anime, c'est de régler des problèmes ou de suivre des gens pour faire une différence. Pour faire une différence dans leur vie. Ouais. Mais j'assimile ça à une connexion humaine forte. Là, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, on crée des produits qui nous font on est immensément fiers de cette réalité-là. Puis on le vend à des clients, puis on veut les accompagner là-dedans. Puis, juste le fait de cheminer dans la vérité authentique de nos défis d'entreprise, c'est un client qui casse son produit, nous, on va le réparer. C'est un peu dans cette mouvance-là. Moi, je suis pas sûr que je sois animé par le grand projet, tu vois. Parce que ça, c'est quand même très loin. Puis, quand j'y réfléchis, je me dis, oui, c'est ça qui nous anime. Mais la réalité du quotidien, c'est que, je vois les yeux qui brillent des collègues. Puis, je vois notamment la première fois que j'ai amené le vélo Baumier que vous avez vu dans le garage. Ouais. J'ai dit aux enfants, venez voir ce qu'il y a dans le garage. Ouais. Puis, là, t'es face à la réalité de l'ado. Ouais. Bang! Il n'y a rien, il y a pas de filtre, là. Ouais. Tu vois? Il n'y a pas de filtre. Surtout quand c'est les tiens. Ouais. Ils ne sont pas à leur premier vélo non plus. Ouais. Puis ils sont tannés par des sujets de vélo de papa, là. Et puis là, waouh, Margot et Léonie, ils disaient, waouh, il est stylé le vélo Baumier. Ah, ça c'est. Right. Quand ils disent le mot stylé, c'est très bon, ça. C'est juste ça. Tu vois, ça, c'est puissant, quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est juste des petits éléments simples, tu vois. Ouais. Et puis, tu vois, par rapport à ta question, de dire, moi, j'essaye de me grounder beaucoup dans ces petits faits de la vie et pas d'être en permanence, dire, faut qu'on aille là-bas, mais d'essayer de réfléchir, puis de respirer, pas réfléchir, mais respirer, de dire, c'est quoi, mais il faut observer aussi ces petits moments de la vie. Mm-hmm. Des petites victoires, on peut dire. Ouais. Ça démontre qu'on avance. Ouais. Puis, ça te permet de relativiser parce que, on s'entend que la réalité de Baumier, puis, c'est pas un secret, mais c'est difficile de lancer une marque très haut de gamme, des produits, une paire de roues entre 3 500 et 5 000 $ la paire de roues. Ouais.
dans un environnement québécois où on sait que le Québec, c'est pas la province. Petit marché. C'est pas la province la plus riche. Ouais. Donc, on a cette réalité-là, mais nous, on a à cœur d'honorer notre réalité québécoise. Ouais. Et on sait qu'on a beaucoup de gens qui croient pas dans nos trucs. Et on sait que l'impact direct, c'est que les ventes, elles démarrent pas comme on l'avait prévu. Puis l'attraction, elle est difficilement palpable. Mais quand on respire, puis qu'on se calme un petit peu, puis qu'on calme un peu notre cerveau craintif, on observe les réalités. Toi, tu vois le vélo, tu dis « Waouh, il est trop beau !» On a exposé le vélo au Grand Prix cycliste de Montréal en septembre. Les gens, ils hallucinaient, quoi. Donc, tu vois, ce genre d'éléments... Oui, c'est pas des gens qui vont acheter le vélo, mais quelque part... Ça commence par ça. Ça commence par ça. Et probablement que toutes les grandes compagnies qui font de très beaux vélos aujourd'hui, les premiers 2 ans Ouais. ont dû ressembler pas mal à ce que tu nous décris, là. Ben ouais. Ça a commencé petit, ça aussi, quelque part dans un cabanon. Bah ouais. Tu vois, l'histoire de Specialized ou de Trek, c'était une gang de gars en Californie qui faisaient du mountain bike, puis ils ont transformé un vélo de ville en un mountain bike. Tu vois, ils ont commencé comme ça. Puis c'était des tripeux de vélos, tu vois. Ouais. Puis aujourd'hui, la dérive capitalistique fait que, malheureusement, moi, j'interprète qu'ils se sont un peu perdus en chemin, mais ils ont commencé par là, tu vois. Ouais. Notre entrevue tire à sa fin. En 1 minute ou à peu près, encore une fois, pas de pression. Ton équipe, tu as des meetings avec ton équipe, puis ton équipe, visiblement, elle t'allume. Ouais. Eux aussi ont certainement des rêves et une vision à travers de ça. Où est-ce que ces gens-là, ta petite équipe de 8 aujourd'hui, le noyau de ce beau projet-là, qu'est-ce qu'ils voient pour l'entreprise dans, je sais pas moi, 5 ans d'ici, par exemple? Ah, écoute, ça c'est une grosse question. Aujourd'hui, notre réalité, elle est 2026. Ouais. On voit déjà un plan sur lequel on a tous convergé en 2026. Ce qui est rare dans une entreprise de dire c'est pas le boss, il n'y a pas de boss, donc il n'y a pas de boss qui décide du plan, mais on l'a fait ensemble, le plan. Ouais. Et la réalité à 5 ans, elle est énergétique. À un moment donné, l'énergie de Baumier va s'épanouir, puis à nous de l'écouter, cette énergie, puis de voir où ça nous emmène. Donc j'ai pas de réponse. Puis tu vois, volontairement, je ne veux pas influencer trop cette réalité énergétique, parce que je veux l'écouter, tu vois. Ouais. C'est une très belle réponse. Très belle réponse. Ben écoute, merci beaucoup pour ton passage. Il y a beaucoup de pépites d'or dans ce que tu dis. La profondeur de l'humain que j'ai rencontré aujourd'hui me touche. Merci. J'ai pour de vrai trouvé magnifique le bike et j'avais trouvé magnifique toute la vision derrière que tu nous as bien véhiculée. Puis si on repense à Simon Sinek qui dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Exactement. Si Simon Sinek a raison, ton plan va se matérialiser. Exactement. Parce que je pense que le pourquoi est assez fort. C'est ça. Ouais. Merci de m'avoir accueilli. C'est bien sympa. Normand, le mot de la fin? Le mot de la fin, moi, c'est le témoignage que tu nous as donné en arrivant ici avec ton vélo. Beaucoup de gens veulent créer des choses ou les créer tout simplement, les mettre sur le marché. Mais ça reste un produit parmi tant d'autres avec une mission ou une vision qui est, comme tu dis, une vision très capitalistique. Et toi, tu es arrivé avec ton vélo, tu as fait 1h30 de vélo dans l'hiver de Montréal. Tu vas retourner à la maison. Donc, l'impact humain, l'impact environnemental, l'impact de montrer aux gens autour de toi qu'on peut le faire. Ça, c'est un témoignage incroyable. Je veux te remercier pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de faire 1h30 de vélo dans l'hiver québécois. C'était cool. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois.